Patrice Lumumba. Ce nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de liberté, de fierté et de combat pour l'Afrique. Mais qui était vraiment l'homme derrière la légende? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, revenir à sa source, dans les terres profondes du Congo. Nous sommes en juillet 1925, dans un petit village de la province du Sankuru, au cœur d'une colonie belge immense et brutale, un enfant vient au monde. Son nom de naissance est Elias Okitasombo. Il appartient à l'ethnie Tetela. Le pays, qu'on appelle alors le Congo belge, est une terre de paradoxes. Immensément riche en ressources naturelles, mais où la population locale est maintenue dans la pauvreté et l'ignorance. L'accès à l'éducation est un privilège rare, et les écoles, principalement gérées par des missions religieuses, ont un objectif clair: former des travailleurs dociles et des auxiliaires pour l'administration coloniale, pas des penseurs libres. Mais le jeune Elias est différent. Dès son plus jeune âge, il détonne. Il a une soif de savoir insatiable, une curiosité qui dépasse de loin les leçons rudimentaires qu'on lui enseigne. Là où le système veut créer des sujets obéissants, lui, il dévore les livres. Il s'intéresse à tout, mais surtout à l'histoire, à la philosophie, aux idées des Lumières. C'est un autodidacte. Il apprend par lui-même, loin des dogmes imposés, et forge peu à peu sa propre vision du monde, une vision critique et aiguisée. Il comprend rapidement que le savoir est une arme, la plus puissante de toutes. Cette quête de connaissance va devenir le fondement de son futur combat. Il refuse le destin qu'on a tracé pour lui et pour son peuple. Il ne sera pas un simple rouage dans la machine coloniale. Il sent au plus profond de lui qu'un autre avenir est possible. Un avenir où les Congolais ne seraient plus des sujets, mais les maîtres de leur propre maison. Devenu adulte, il quitte son village natal pour chercher du travail. Comme beaucoup de jeunes Congolais instruits de son époque, il devient employé de bureau, d'abord dans les postes, puis dans une société minière. C'est là, au contact direct de la réalité économique de son pays, que sa conscience politique s'éveille véritablement. Chaque jour, il voit les richesses minières, le cuivre, les diamants, l'uranium, être extraites du sol congolais pour enrichir la Belgique et les puissances occidentales. Il voit les trains chargés de minerais partir vers les ports, tandis que les Congolais, qui extraient ces richesses, vivent dans des conditions misérables, sans droit, sans voix au chapitre. C'est un choc, une prise de conscience brutale et révoltante. Le contraste est insupportable. La richesse du Congo nourrit le monde entier, mais laisse son